Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Dernière parution. Maxime Gatelier, Quentin le Cardinal, prothèse dentaire de soldats de la Première Guerre mondiale. Études médico-légales, 2022. Philippe Hecketteswiler, Les maladies et la mort de Gustave Flaubert. Rouen 1821-1880, 2022. Pierre Aubry et Bernard-Alex Gahuzer, La France et ses médecins en Extrême-Orient du XVIe au milieu du XXe siècle, 2022. Michel Lebertrand, La cardiologie interventionnelle. Histoire et évolution, 2022. Pierre Aubry et Bernard-Alex Gahuzer, La France et ses médecins dans les océans Indien et Pacifique du XVIe au XIXe siècle, 2022. Xavier Rio, Aux origines de l'odontologie médico-légale. Les Sherlock Holmes français, 2022. Dominique Lenaine et Frédéric Dubrana dire, La médecine art ou science, 2022. Pierre Aubry et Bernard-Alex Gahuzer, La France et ses médecins aux Amériques du XVIe au XIXe siècle, 2021. Frédéric Dubrana, La naissance de la médecine opératoire en Occident. De Hammurabi au Concile de Latran, 2021. Patrice Pinet, Les philosophes, la maladie et la médecine de Hegel à Michel Foucault, 2021. Préface. Il faut remercier Michel Germain et Corinne Baker de nous offrir une expérience de qualité pour apporter une solution aux nombreux patients qui ont développé un lymphœdème. Je connais les deux auteurs depuis 40 ans, car ils font partie de la première génération de microchirurgiens qui ont développé avec passion et une grande imagination ces techniques à appliquer à différentes pathologies. Avec acharnement, ils ont contribué à améliorer, voire guérir ces lymphœdèmes qui sont une véritable infirmité. Les auteurs rappellent les différents lymphœdèmes dont il faut différencier les formes iatrogènes des formes congénitales, et mettre à part l'éléphantiasis qui est une autre entité. Un chapitre est dévolu au lymphœdème de l'enfant. L'historique des traitements des lymphœdèmes illustre le long cheminement de la médecine, qui développe de manière empirique des procédés aux résultats très aléatoires faute d'une connaissance approfondie de l'embryologie et de la physiopathogénie. Depuis des siècles, les plus grands noms de la médecine ont piétiné devant ces impasses thérapeutiques. Une fois encore, c'est l'accumulation de nouvelles techniques d'imagerie, lymphoscintigraphie, lymphographie à l'indocyanine, l'IRM 3D, des études biochimiques et l'apport des techniques microchirurgicales qui vont conduire à des traitements d'une grande logique. L'acharnement de Corinne Baker à mettre au point le concept de transfert d'unités ganglionnaires lymphatiques vascularisées a transformé le devenir de ces patients aussi bien pour les membres inférieurs que pour les lymphœdèmes des membres supérieurs après mastectomie. Elle a vécu, à ses débuts, un long cheminement solitaire. Les anciens ont en effet essuyé avec constance un tel niveau d'échec en raison de techniques qui ne reposaient sur aucun fondement physiopathogénique, qu'ils ne pouvaient imaginer ce qu'apporterait une unité vasculaire transférable par technique microchirurgicale. Avec le recul, elle a précisé les limites de la méthode en définissant l'unité ganglionnaire qu'il convient de prélever sans créer d'autres lésions iatrogènes. Elle insiste également sur l'importance des tissus scléreux profonds et superficiels, qui a permis la restauration des circuits lymphatico-veineux. Le lecteur découvrira à travers le raffinement de la technique opératoire, la nécessité de s'initier à cette technique qui doit être pratiquée régulièrement. Il ne peut être question ici de série d'apprentissage. Le compagnonnage auprès des auteurs est un cheminement obligatoire pour tous les chirurgiens qui voudront entreprendre ces protocoles. Lorsque le système lymphatique est développé et se prête à des anastomoses lymphatico-veineuses, c'est indiscutablement une orientation thérapeutique à développer. Nous entrons ici dans l'ultra-microchirurgie,
où il faut réaliser des anastomoses sur des lymphatiques de quelques dixièmes de millimètre de diamètre. Le lymphatique se déchire facilement au passage de l'aiguille. Il conviendrait au moment de la microsuture de densifier la paroi du vaisseau par cryogénie ou par plastination. Par ailleurs, la pression dans les lymphatiques est souvent négative à l'état normal et faiblement positive dans un lymphœdème, ce qui expose à l'obstruction si la contrepoussée veineuse s'oppose à l'écoulement de la lymphe. Plusieurs équipes asiatiques ont entrepris ce développement des anastomoses lymphatico-veineuses aussi bien sur le plan expérimental que sur le plan clinique. Avec beaucoup d'objectivité, Corinne Baker et Michel Germain présentent leurs résultats qui valident leur choix thérapeutique. Ce magnifique travail se termine par un chapitre sur la génétique et le lymphœdème, rédigé par Alain Philippon qui laisse entrevoir de formidables possibilités pour intervenir entre autres sur la lymphoangiogenèse. Ce travail vient combler un grand vide dans nos connaissances du lymphœdème et de l'éléphantiasis. Il démontre une fois de plus que c'est l'accumulation des connaissances provenant de différentes spécialités qui a permis de réaliser ces nouvelles approches thérapeutiques pour le plus grand bénéfice des patients. De plus, les biotechnologies vont indiscutablement contribuer au rétablissement des circuits lymphatico-veineux. Professeur Michel Merle, membre de l'Académie nationale de chirurgie, membre correspondant honoraire de l'Académie nationale de médecine. Avant-propos. Le lymphœdème est une affection chronique du système lymphatique. Ce livre est l'objet d'une réflexion multidisciplinaire. Il se veut un véritable espoir pour les femmes et les hommes atteints de lymphœdème, une affection redoutable. Le livre comporte 6 parties originales. Le lymphœdème. Il convient au début de ce livre d'expliquer ce qu'est le lymphœdème et son évolution effrayante, l'éléphantiasis. Nous aborderons la description du lymphœdème et de l'éléphantiasis, qu'ils soient primitifs, donc essentiellement congénitaux, ou iatrogènes, c'est-à-dire post-opératoires, après traitements chirurgicaux de cancer souvent suivis de radiothérapie, seins gynécologiques, urogénitaux et d'autres maladies comme la maladie de Hodgkin traitée. À propos des enfants. Traiter le délicat sujet du lymphœdème de l'enfant est une priorité. Il faut opérer ces enfants le plus tôt possible pour obtenir non seulement les meilleurs résultats possibles et la guérison, mais aussi pour la qualité de vie de ces petits, de leurs mamans et de leurs proches. Historique des traitements du lymphœdème. On retrouve la trace de cette affection dès l'Antiquité. Les connaissances sur cette affection ont été longues à se dessiner. Il faut attendre le XVIIe siècle de notre ère pour connaître l'anatomie du système lymphatique. Ce chapitre est illustré par les portraits que nous possédons des principaux médecins qui ont contribué à son traitement. Anatomie et embryologie du système lymphatique. Nouveau concept. L'imagerie médicale s'est considérablement améliorée, bénéficiant de la multidisciplinarité technologique. Grâce au développement de la lympho-IRM, outil indispensable et en constante progression, nous découvrons, après les images de tout un membre, la possibilité de centrer précisément les images sur la région axillaire ou inguinale ou sur les transplants ganglionnaires réalisés. La lymphoscintigraphie, sans l'abandonner, a l'inconvénient majeur de donner des images imprécises. Le test ovaire d'indocyanine permet en péropératoire de contrôler la perméabilité des microanastomoses des transplants de ganglions lymphatiques et de visualiser les ganglions lymphatiques transplantés. Les microscopes opératoires actuels permettent de réaliser ces prouesses grâce au SPY. L'image est transmise sur l'écran, permettant au personnel de la salle d'opération, anesthésistes, infirmiers et infirmières, collaborateurs, de voir le colorant vert d'indocyanine traverser les microanastomoses vasculaires, puis de réaliser l'opacification des ganglions lymphatiques. La biochimie actuelle est précisée avec ces progrès. La nouveauté réside dans la microchirurgie et les transplants ganglionnaires prélevés essentiellement à 3 endroits, cervical, thoracique externe et inguinal. Ce dernier présente la particularité d'un siège nécessitant des précautions importantes pour éviter des conséquences iatrogènes sur les membres inférieurs. Outre la connaissance parfaite de l'anatomie par le chirurgien, une dextérité manuelle est indispensable. Les transplants de ganglions lymphatiques peuvent être associés à des lambeaux musculo-cutanés,
autorisant ainsi la reconstruction du sein après exérèse pour cancer et curage ganglionnaire. En plus de ces transplants ganglionnaires, les dérivations lymphatico-veineuses sont abordées avec des indications précises. Il faut distinguer les lymphœdèmes hypoplasiques qui nécessitent les transplants ganglionnaires, des formes hyperplasiques qui peuvent justifier des anastomoses lymphoveineuses. En effet, ces formes hyperplasiques sont pourvues de nombreux ganglions lymphatiques et ils ne nécessitent donc pas de transplantation ganglionnaire. La combinaison des techniques est explicite. On réalise une excision tissulaire des replis cutanés associés à la liposuction. Quid du futur ? C'est la combinaison fondamentale des techniques à connaître et à appliquer par les chirurgiens du lymphœdème. La génétique, sujet attrayant et ô combien prometteur, permettra, nous en sommes convaincus dans un avenir proche, d'avoir un meilleur contrôle de cette affection redoutable. Il en a été ainsi de nombreuses autres affections, telles la mucoviscidose. La génétique a permis une meilleure connaissance de cette affection, une amélioration considérable de la qualité de vie des patients. La régénération tissulaire et vasculaire, sujet majeur du futur, est abordée avec sagesse. Ce livre se veut un message d'espoir. Rétablissement et qualité de vie normale sont possibles pour tous ces patients atteints d'un lymphœdème. C'est un message de guérison pour les patients, les statistiques le confirment. Ce livre se veut également un hommage au travail incessant, admirable et considérable, de la professeure Corinne Baker. Elle est une femme chirurgienne remarquable qui a su croire en la guérison du lymphœdème et même l'anticiper. Comment nous sommes-nous connus ? Outre le fait que nous faisons partie des pionniers de la microchirurgie en France, nous avons décidé il y a 20 ans de former une clinique du lymphœdème à Paris et nous avons continué. Nous avons publié ensemble de nombreux articles et chapitres de livres. Pour finir, il ne faut plus laisser les patients se désespérer face à une qualité de vie qui peut devenir exécrable et sachant qu'une transformation maligne est possible. Ils peuvent être pris correctement en charge aujourd'hui. En cas d'échec de la kinésithérapie, les autogreffes ganglionnaires sont très efficaces mais demandent une très haute technicité et une excellente connaissance anatomique. Une chance de guérison dans plus de 50% des cas est possible. Les anastomoses sont difficiles à réaliser et ne fonctionnent que dans l'infoveineuse certains cas bien précis, à savoir les hypertrophies canalaires et les lésions du canal thoracique, mais il ne faut pas qu'ils soient fibrosés, donc dans des cas peu avancés. Une contention élastique des membres à vie est nécessaire. Les mini-liposuctions peuvent permettre d'améliorer l'aspect esthétique, lorsqu'il y a une transformation en lymphœdème. Tableau des anomalies génétiques pour le lymphœdème primaire, avec le nom des maladies et les localisations, copyright Corinne Baker. Références bibliographiques. Aswadji, Baker C., Eden G. Esperluet Riquet Monsieur, The Cutanolymph Node Flap of the Superficial Circumflex Artery, INSURG. Radiol. Anat, 2002/24, 87 à 90. Baker C., Eden G. Esperluet Peking A., Transplantation of Lymph Nodes, en Alternative Method for Treatment of Lymphedema. In Progress in Lymphology, 1990, XI 487493. Baker C. Esperluet Eden G. Transfert de lambeaux lymphatiques libres. Microchirurgie et études anatomiques, INJIMAL. Vasque 1988/13, 119 à 22. Baker C. Bourgeois P. Goffin D. Eden G. Matoulin C. Morage H. Esperluet Peking A. Free Lymphatic Transplantation. In VTH International Congress of Hand Surgery. Paris. 244. 1992. Baker C. Les transferts lymphatiques. In Annales de chirurgie plastique esthétique, Paris 2000. Baker C. Anatomie du système lymphatique du membre supérieur et conséquences thérapeutiques. Enseignement de la chirurgie de la main. In Cahier d'enseignement de la Société française de la chirurgie de la main, Elsevier, ed. 2001, 27 à 33. Baker C. Esperluet Gilbert A. Free Vascularized Lymphatic Node Transplantation for Lymphedema. Bone and Skin Disorders. Edited by Raoul Toubiana and Alain Gilbert, In Surgery of Disorders of the Hand and Upper Extremity, Monsieur Dunitz, ed. UK 2002 541 à 7. Baker C. Aswadji, Riquet Monsieur Esperluet Eden G. Postmastectomie lymphedema,
Long-term results following microsurgical lymph node transplantation. Surg 2006 sur 243, 313 à 5. Baker C. Esperluet-Riquet Monsieur, pain and lymphedema. Results of lymph nodes transplant en pain. In Breast Review 2012. Baker C. Constance Monsieur Esperluet-Riquet Monsieur, microlymphatic surgery for the treatment of iatrogenic lymphedema. In Clinics of Plastic Surgery 2012 sur 386-392. Baker C. Arrivel Esperluet Saristoa, Surgical Treatment of Congenital Lymphedema. In Mémoire de l'Académie nationale de chirurgie 2012 sur 11-1-017. Baker C. The Breast. In www.elsevier.com/locate/breast 2008 sur 17, 472 à 476. Baker C. Ducnat Minpe Aswadji, Badia Foucault C. Esperluet-Riquet Monsieur. Postmastectomie neuropathique pain, Results of microsurgical lymph nodes transplantation. Reconstruction simultanée du sein avec traitement du lymphœdème par transplant microchirurgical. Reconstruction of the breast combined with treatment of lymphedema by microsurgical transplant. 2006. Bourgeois P. Mink D. Esperluet Baker C. As Phase Lymphoscintigraphic Investigation Protocol for Evaluation of Lower Lymphedema. In European Journal of Lymphology 1997, 6. Le lymphœdème. Les lymphœdèmes sont le résultat d'une perturbation du système de transport lymphatique, menant à une accumulation de liquide lymphatique riche en protéines dans l'espace interstitiel. L'accumulation de liquide lymphatique se manifeste par un œdème mou, observé dans le lymphœdème précoce qui va durcir progressivement à cause de la fibrose liée à l'inflammation chronique et aux infections. Dans la classification internationale, il existe deux types de lymphœdèmes, iatrogènes, acquis. Les secondaires sont des lymphœdèmes secondaires à des interventions chirurgicales importantes, souvent suivies de radiothérapie. Ces derniers s'observent surtout en Occident et surviennent avec les séquelles des traitements anticancéreux, exérèse suivie de radiothérapie, sein, hystérectomie, prostatectomie, affections génito-urinaires, maladie de Hodgkin traitée et les lymphœdèmes primitifs ou congénitaux génétiques. Les premières descriptions précises ont été faites par des médecins du XVIIe siècle. La sévérité du lymphœdème peut requérir différents traitements, en fonction de son aspect et de son origine. Sa compréhension débute par une consultation, histoire et examen physique pour établir un diagnostic correct et un plan de traitement. La progression du lymphœdème de l'extrémité est le fruit de deux mécanismes. L'accumulation de liquide lymphatique conduit à une réponse inflammatoire qui cause une augmentation de l'activation des fibrocytes. Les dépôts de graisse se développent lorsque la pression oncogène est telle que toutes les macromolécules, protéines et graisses, passent à travers les pores des canaux lymphatiques qui sont ouverts à cause de l'inflammation chronique et se déposent localement. Cliniquement, les patients développent un tissu sous-cutané, très inflammatoire progressant vers l'augmentation de volume et la fibrose. Les facteurs de risque pour développer un lymphœdème après le traitement d'un cancer sont l'obésité, l'infection et un traumatisme. Dans cette affection, en plus de la diminution de la lymphe, la réponse immunitaire est diminuée. Il existe une augmentation de la susceptibilité à l'infection aux extrémités. Les lymphœdèmes iatrogènes, secondaires. Lors du traitement oncologique, outre l'exérèse de la tumeur, une adénectomie, curage ganglionnaire est souvent associé à de la radiothérapie. Dans les cancers mammaires, les ganglions qui drainent le sein autour de la veine axillaire doivent parfois être resséqués dans les formes avancées. Le lymphœdème apparaît dans 40% des cas dans les années qui suivent. Même avec la technique du ganglion sentinelle, le lymphœdème peut survenir dans 14% des cas. Il en va de même dans les hystérectomies élargies, prostatectomie pour cancer et exérèse de toutes les tumeurs malignes de l'aine, mélanome, sarcome, etc. Les chaînes ganglionnaires sont enlevées largement et la radiothérapie pelvienne achève la stérilisation de la tumeur. Les jambes vont commencer à gonfler doucement. On note que le lymphœdème est parfois la conséquence de gestes d'allure bénigne comme les crossectomies de la veine saphène interne, les cures de hernies inguinales et l'exérèse de lipome ou le lifting esthétique. Il est logique alors après adénectomie
de pouvoir recréer l'anatomie en réimplantant un groupe de ganglions vascularisés. Ces ganglions transplantés sont vivants grâce aux connexions de l'artère et de la veine à des vaisseaux similaires au niveau du site receveur. Ils fonctionnent comme à l'endroit d'où ils viennent. Filtration des germes, immunité renforcée, des maladies et du liquide extracellulaire en général. Par ailleurs, ils pompent ce liquide et ont des échanges avec le sang veineux. Lors des transplantations ganglionnaires, seules des anastomoses artérielles et veineuses sont réalisées. Le rétablissement lymphatique se fait grâce aux hormones de croissance. Les ganglions aspirent les canaux lymphatiques sous-jacents. En effet, ils contiennent des hormones trophiques, VGEFC3, et des cytokines dans la graisse qui les entoure, Saristo. L'autogreffe, c'est-à-dire la transplantation de ganglions, est une technique qui a une logique certaine. Remplacer les ganglions qui ont été enlevés et irradiés, induire la formation de nouveaux canaux lymphatiques et combattre les infections chroniques. L'intervention ne comporte pas de rétablissement lymphatique chirurgical, il se fera grâce aux facteurs de croissance vasculaire. Cette intervention a fait ses preuves, plusieurs milliers de cas sur une vingtaine d'années par Corinne Baker, et elle est réalisée actuellement dans le monde par quelques microchirurgiens avec des résultats superposables. La technique est difficile et demande une bonne connaissance anatomique ainsi qu'une excellente habileté technique, microchirurgie. Lymphœdème post-opératoire du membre supérieur gauche après mastectomie et curage axillaire. Résultat 1 an après transplantation de ganglions lymphatiques dans cette région, copyright Corinne Baker. Les lymphœdèmes congénitaux, primitifs. Ils peuvent se présenter sous plusieurs formes dont 2 types principaux. Les hypoplasies des ganglions et ou des canaux lymphatiques, donc sans ganglions lymphatiques. Les hyperplasies avec des canaux lymphatiques dilatés, une anarchie du système lymphatique et la présence de ganglions lymphatiques. Il existe aussi les syndromes qui englobent plusieurs types de malformations qui se juxtaposent. L'autogreffe ganglionnaire peut restaurer le drainage du membre dans les formes hypoplasiques congénitales, pour plusieurs raisons, en particulier les nœuds, ganglions implantés contiennent des facteurs de croissance lymphatique, VGEF3. Ils pompent le liquide stagnant et sont des stations d'échange entre les systèmes veineux et lymphatiques. Les formes hyperplasiques et les lésions du canal thoracique peuvent bénéficier de shunts lymphoveineux, car les ganglions lymphatiques existent et cela ne nécessite pas d'apporter des ganglions, ils sont présents. Ces anastomoses lymphatico-veineuses permettent, grâce à l'ultramicrochirurgie, de réaliser des bypasses sur les obstacles, sur le canal thoracique ou de raccourcir les sinuosités du système lymphatique, et d'envoyer la lymphe dans le sang veineux, à condition que la pression lymphatique soit supérieure à la pression veineuse. Ceci ne peut être réalisé que si une pression externe par des contentions élastiques est exercée. Les formes correspondantes seront améliorées par des liposuctions, qui sont des sculptures sélectives dans les zones externes et pour respecter les canaux lymphatiques internes existants. L'éléphantiasis. L'éléphantiasis est l'évolution ultime du lymphœdème. Le terme d'éléphantiasis désigne les formes avancées de lymphœdème. Elle désigne des affections variées, distinguées les unes des autres en ajoutant au mot éléphantiasis un autre terme, tel qu'éléphantiasis des Arabes, éléphantiasis de Cayenne, éléphantiasis des Grecs, éléphantiasis des Indes, éléphantiasis de Java. En Grèce antique, Hippocrate puis Aristote décrivent un liquide transparent, sani. Les médecins romains sont favorables aux anatomistes comme Hérophilis et Eurystratus. Il faut insister sur la filariose, maladie déterminée par la filaire. Ce sont des parasites de l'ordre des nématodes transmis par des tans et produisant des œdèmes, ou par des parasites présents dans l'eau. Ces parasites provoquent des lymphœdèmes. Les premières descriptions de grosses jambes remontent à l'Antiquité et se poursuivent jusqu'à la Renaissance, tant en Occident qu'en Orient. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, avec la découverte du système lymphatique, qu'un lien s'établit entre des jambes augmentées de diamètre et ce système. Les premières descriptions précises sont celles des lymphœdèmes secondaires avec lymphangites infectieuses. Lorsqu'un dysfonctionnement lymphatique survient dans l'organisme, les lymphœdèmes apparaissent. Actuellement, ces infections sont rares en raison de l'antibiothérapie prophylactique. Le lymphœdème comme on l'entend représente la forme clinique et donc macroscopique de l'insuffisance du système lymphatique. Le gonflement d'une partie du corps est lié au défaut de drainage des molécules de haut poids moléculaire non résorbées.
Leur stagnation dans le système interstitiel retient d'un excès les molécules d'eau hors du système capillaire sanguin. La chronicité de l'insuffisance lymphatique est responsable de l'apparition de fibrose et de transformation adipeuse. À ce stade, l'insuffisance infraclinique existe, elle sera diagnostiquée par la lympho-IRM. Les vaisseaux lymphatiques sont apparus dans les espèces animales, les poissons, les reptiles, les batraciens, les oiseaux puis les mammifères, mais nous ne possédons pas de réelle description de ces pathologies. Chez l'homme, les lymphœdèmes des membres et du scrotum ont été soigneusement décrits très tôt. Ils ont été découverts avec l'étude du système lymphatique. Si les études du lymphœdème datent du XVIIe siècle, les pathologies lymphatiques ont intéressé les médecins dès le début du XVIIIe siècle. Dans la classification. En pratique, lymphœdème signifie augmentation de volume d'un segment du corps lié à des anomalies du système lymphatique. Il existe deux types de lymphœdème, iatrogènes ou acquis, secondaires à des interventions chirurgicales, et ceux primitifs ou congénitaux. Le lymphœdème n'est pas une maladie menaçant la vie des patients. Cependant, il cause des tourments physiques, fonctionnels, émotionnels et sociaux qui en excèdent la sévérité. Le diagnostic de lymphœdème est basé sur des signes cliniques chez les patients. L'histoire du patient doit inclure l'âge, les épisodes inflammatoires, les traitements médicaux et chirurgicaux entraînant un lymphœdème secondaire, les éventuels voyages dans les pays tropicaux en raison de l'existence de la filaire, également l'œdème momentané du membre affecté et l'histoire familiale. Le lymphœdème est un état chronique. Quand les grosses molécules retiennent l'eau dans l'espace interstitiel entraînant des modifications tissulaires, c'est-à-dire un épaississement ferme progressant vers la croissance et la fibrose du tissu sous-cutané et une augmentation de l'épaisseur de la peau, c'est la stase. Le diagnostic du lymphœdème est basé sur quelques notions. Dans le lymphœdème congénital des membres inférieurs, celui-ci est généralement unilatéral. La présence de varicosité avec une insuffisance veineuse n'exclut pas le lymphœdème simultané. Le lymphœdème est une pathologie indolore, sauf en cas de complications. Seul, le gonflement du membre est gênant. Toutefois, le développement aigu de l'œdème peut entraîner de la douleur par distension tissulaire. La plainte des malades n'est pas directement liée au volume du membre. Il existe des signes de lymphœdème. Le signe de Stemler. Les plis cutanés à la base des orteils et des doigts sont dus à l'épaisseur de la peau. L'accumulation de tissu est une grande spécificité pour le diagnostic de lymphœdème. Il est absent lorsque le lymphœdème débute à la racine du membre tel que dans le lymphœdème secondaire, dans l'hypoplasie proximale, la compression par cancer. Le signe du godet. Il est présent dans la plupart des œdèmes de différentes étiologies. La présence et l'intensité du signe du godet dans le lymphœdème sont liées au pronostic et reflètent les altérations tissulaires. D'autres signes de stase de lymphe doivent être recherchés. Les changements cutanés comme une coloration rouge, l'hyperkératose, la papillomatose, les vésicules de lymphe, la décoloration jaune des ongles. Les lésions interdigitales sont causées par les champignons. Elles doivent être traitées et si des ulcérations cutanées surviennent, cela est dû à une insuffisance veineuse ou à un cancer cutané. Le lymphangiosarcome peut s'observer dans les lymphœdèmes anciens. Cette évolution est rare et fatale dans le lymphœdème secondaire. Des taches pourpres de la peau, l'augmentation de l'œdème et la douleur caractérisent cette complication. À tout âge peuvent survenir des signes associés. Le lymphœdème peut exister avec des malformations d'autres organes, dont certaines maladies, cancers, maladies neurologiques, pulmonaires, cardiaques, rénales et métaboliques. Le lymphœdème congénital est souvent secondaire à des mutations génétiques. Les syndromes de Milroy, de Meige, le syndrome des ongles jaunes sont des maladies héréditaires comportant un lymphœdème. Celui-ci est un signe important. Le syndrome de Turner-Ixo est observé auprès du sexe féminin, caractérisé par un anisme, avec aspect infantile, une aplasie totale des ovaires et un ensemble de malformations du thorax, de la face, du cou, un ptosis, un hypertellorisme. Des affections cardiaques, des retards mentaux, des troubles rénaux peuvent accompagner les lymphœdèmes congénitaux. Les malformations faciales, avec fente palatine, des troubles de la vision peuvent être observés. Des varicosités, des colorations du tronc et des membres,
des névis, des longueurs inégales des membres, des doigts, des orteils, des malformations génitales sont souvent associées. Le statut nutritionnel peut être rattaché à des lymphangiectasies intestinales et des épanchements chyleux pleurales ou péritonéales. Le syndrome de Milroy est dû à une mutation dans le locus 5q35.3, le gène qui encode VEGFR3. Il présente une variété d'œdème chronique blanc, dur, indolore, siégeant le plus souvent au niveau de l'un ou des deux membres inférieurs. Il serait dû à une malformation des lymphatiques. Ces patients ont des œdèmes des membres inférieurs associés à un œdème génital. La description originale n'associe pas cette forme de lymphœdème congénital avec d'autres anomalies. La maladie de Mege affecte les membres inférieurs et apparaît durant la puberté, et la mutation est encore inconnue. C'est une variété d'œdème chronique blanc dur, indolore. Un ou les deux membres inférieurs sont touchés. Le syndrome d'istichiasis est accompagné de troubles cardiaques, fente palatine, ptosis, anomalies visuelles, ongles jaunes. Le gène responsable de ce syndrome a été identifié au locus Q24 du chromosome 16. Des malformations vasculaires complexes existent. Les syndromes de Proteus et de Klippel-Trenaunay, syndrome apparaissant dans l'enfance ou l'adolescence caractérisé par l'hypertrophie d'un membre portant sur le squelette, avec varices et angiomes plans. L'éléphantiasis a deux origines, elle est soit iatrogène soit primitive. C'est le stade ultime du lymphœdème. Il convient de rappeler les stades cliniques du lymphœdème. Les lymphœdèmes primaires et secondaires ont des stades cliniques en partie réversibles qui touchent les patients différemment du point de vue physique, émotionnel et psychologique. Les stades cliniques rapportés par l'International Society of Lymphology incluent 3 stades cliniques. I, 2, 3, mais récemment la classification italienne inclut l'aspect préclinique des types primaires et secondaires de lymphœdème. Le stade préclinique est appelé stade 0. Le stade 0 se réfère à une condition latente ou sous-clinique. Le stade I représente une accumulation de lymphe avec une articulation majeure, gonflée. L'œdème régresse avec l'élévation du membre. Des marques cutanées en nid d'abeille peuvent exister. Le stade 2 signifie que l'élévation seule du membre réduit rarement le volume du membre, et les marques en nid d'abeille sont présentes. 2 articulations sont atteintes. Le stade 3 représente l'éléphantiasis où les marques cutanées en nid d'abeille sont absentes et les signes trophiques de la peau se modifient, tels que l'acanthosis, les dépôts graisseux. 3 articulations majeures sont gonflées. La sévérité de ces stades est basée sur les différences de volume des membres, minime, inférieure à 20%, modéré, 20 à 40% d'augmentation, sévère, supérieure à 40% d'augmentation du membre. Les éléphantiasis se compliquent de lésions inflammatoires chroniques et de complications infectieuses avec le risque de dégénérescence néoplasique. Femme de 28 ans souffrant depuis la puberté d'éléphantiasis, de la jambe droite avec des infections chroniques. Résultat 6 mois après la transplantation de ganglions lymphatiques, combiné avec l'excision de plissement de la jambe, copyright Corinne Baker. La progression du lymphœdème dans le membre est le résultat de 2 mécanismes. 1. L'accumulation de liquide lymphatique conduit à une réponse inflammatoire qui cause une augmentation de l'activation des fibrocytes. 2. Le dépôt de graisse survient lorsque les lymphatiques non fonctionnels sont incapables de transporter les molécules de graisse issues de l'intestin. Cliniquement, les patients développent un tissu sous-cutané ferme progressant vers la croissance et la fibrose. Dans un suivi de 20 années des patientes avec un cancer traité par mastectomie et curage ganglionnaire axillaire, 49% ont rapporté la sensation de lymphœdème du bras. Et 77% des patientes sont diagnostiquées dans la période de 3 ans suivant le traitement du cancer du sein, et les autres patientes développent un lymphœdème avec un taux d'environ 1% par an après 3 ans. Un quart des patientes développent un lymphœdème après le traitement du cancer du sein, et un curage ganglionnaire. Un long suivi est nécessaire pour connaître l'évolution vers un éventuel lymphœdème. L'incidence du lymphœdème après chirurgie de cancer du sein varie entre 24% et 49% après mastectomie, et entre 4% et 28% après ablation d'une tumeur du sein. Les patientes nécessitant un traitement plus extensif de cancer du sein avec curage axillaire et radiothérapie ont le plus grand risque de développer un lymphœdème. Cependant, même la dissection la moins agressive,
dont la simple biopsie du ganglion sentinelle, est associée à une incidence de 5% à 7% de lymphœdème du membre supérieur. L'incidence du lymphœdème après traitement d'autres cancers est ainsi évaluée. 16% pour le mélanome, 20% pour les cancers gynécologiques, 10% pour les cancers génito-urinaires, 4% pour les cancers de l'extrémité cervicocéphalique et 30% pour les sarcomes. Les patients nécessitant un curage pelvien et une radiothérapie pour le traitement de cancer hors celui du sein ont un taux de lymphœdème compris entre 22% et 31%. Les facteurs de risque supplémentaires pour développer un lymphœdème après le traitement d'un cancer sont l'obésité, l'infection et un traumatisme, CHENG-MH. Dans cette affection, en plus de la diminution de la lymphe, la réponse immunitaire est diminuée. Il existe une augmentation de la susceptibilité à l'infection, surtout aux extrémités. Cliniquement, les patients peuvent développer une cellulite suite à un traumatisme mineur qui serait sans importance en dehors de ce contexte. Chaque épisode infectieux crée des dommages aux canaux lymphatiques et entraîne un cercle vicieux. Les patients peuvent nécessiter une prophylaxie antibiotique. Le lymphœdème peut conduire à un érysipèle, une lymphangite et même à un lymphangiosarcome. L'érysipèle est une infection streptococcique du derme. La lymphangite est une inflammation des canaux lymphiques, et c'est le résultat d'une infection du site distal du canal lymphatique, par exemple suite à une infection de l'espace interdigital. Le lymphangiosarcome est une tumeur lymphatique rare qui survient en cas de lymphœdème ancien. Le syndrome de Stewart-Treves est un angiosarcome naissant après un lymphœdème post-mastectomie. Il a un pronostic extrêmement mauvais avec une survie moyenne de 19 mois. Quelles sont les possibilités thérapeutiques ? Le traitement chirurgical. Il comporte 2 types d'interventions. Les transplantations de ganglions sont indiquées pour les formes hypoplasiques des canaux lymphatiques. Et les anastomoses lymphatico-veineuses sont indiquées dans les formes hyperplasiques des canaux. Le traitement conservateur. La thérapie conservatrice du lymphœdème est la colonne vertébrale pour ralentir la progression de la maladie. Les bandages élastiques sont placés de façon circonférentielle autour de l'extrémité lymphœdémateuse pour comprimer le fluide hors des tissus et le pousser dans la région proximale du membre pour maintenir la taille de l'extrémité du membre. Des vêtements sur mesure sont placés aux extrémités du membre pour en maintenir la dimension. Le traitement décongestionnant débute généralement avec des massages lymphatiques et des bandages quotidiens, pendant plusieurs semaines. Ce traitement est suivi par des massages lymphatiques moins fréquents et des bandages quotidiens pour le reste de la vie. Références bibliographiques. Baker C. Aswadji, Riquet Monsieur et al., Post-mastectomie lymphœdème, Long-term results following microsurgical lymph node transplantation, INAN. Surg 2006, 243/3135. Baker C. Anatomie du système lymphatique du membre supérieur et conséquences thérapeutiques. In cahier d'enseignement de la Société française de chirurgie de la main 2001 sur 27-33. Cheng MH Chang DW Esperluet Patel KM Lymphœdème Surgery, Elsevier ed. 2016. Lymphœdème chez l'enfant. Le lymphœdème chez l'enfant est chronique. C'est une affection que l'on considère comme congénitale. Chaque groupe d'enfants a ses propres besoins. Si une option chirurgicale est envisagée, le choix habituel chez l'enfant est d'effectuer des anastomoses lymphoveineuses. Le lymphœdème est peu étudié dans la littérature en dépit de son importance liée au jeune âge des patients. C'est une approche orpheline dans le monde médical, alors qu'un tiers des lymphœdèmes dans le monde touche la population d'enfants de 0 à 14 ans. Il faut noter qu'un jeune patient avec un lymphœdème primaire a une espérance de vie de 80 ans tandis que la survie avec un lymphœdème secondaire est estimée à 20 ans. Il faut reconnaître et traiter le plus tôt possible les enfants, pour avoir les meilleurs résultats. En effet, les complications secondaires du lymphœdème chronique, telles que le syndrome de Stewart-Treves, peuvent survenir plus fréquemment dans le groupe du lymphœdème primitif, car chez l'enfant, la durée et la sévérité du lymphœdème sont redoutables. 1 ou 2 membres inférieurs sont atteints initialement, mais le lymphœdème peut être présent sur n'importe quelle partie du corps. Il est possible que ce soit le manque de développement du système lymphatique superficiel
qui entraîne la présence d'un taux élevé de protéines et de lymphe dans l'espace interstitiel. Le lymphœdème chez l'enfant est un signe et non un symptôme. C'est un signe de désordre ou de malformation du système lymphatique. L'espace interstitiel est l'endroit où est produite la lymphe. Elle est indispensable à la vie des vertébrés. Tous les lymphœdèmes ont une hypertension du liquide lymphatique. La partie du système lymphatique très importante est celle qui transporte le chyle entre le jéjunum iléon et la citerne de Pecquet qui va dans le canal thoracique dans la région scapulaire. Le lymphœdème primaire, congénital est un lymphœdème associé à un dysfonctionnement intrinsèque ou primaire du système lymphatique. Le traitement du lymphœdème congénital des membres doit restaurer la fonction et l'aspect cosmétique. Les ganglions lymphatiques humains expriment un haut niveau de facteur de croissance des vaisseaux lymphatiques VEGFC qui stimulent la lymphogenèse dans le membre traité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.